Bon, alors, la base de la technologie, on va rester un petit peu 2 secondes sur la technologie sans trop y passer de temps parce qu'on n'a qu'une demi-heure et ça peut être assez ardu. En plus, tout le monde n'est peut-être pas dans la cryptographie dans cette salle, donc je vais être assez concis. Une adresse Bitcoin, ça part d'un bit-clé, d'une paire de clés, clé privée, clé publique. Donc c'est un mécanisme de crypto asymétrique très classique que vous connaissez par exemple dans les signatures électroniques. Une signature électronique, ça part d'une paire de clés, en général RSA. Là, c'est une autre technologie qui s'appelle ECDSA, qui a certaines caractéristiques très intéressantes de robustesse, notamment une clé ECDSA 256 bits, comme celles qui sont utilisées en Bitcoin, ça équivaut à peu près à une clé RSA de 3000 bits. Donc vous voyez la robustesse qu'on obtient. Ce qu'on peut dire, c'est que une adresse Bitcoin, c'est en fait dérivé d'une clé publique Bitcoin, et une clé publique Bitcoin, si on utilise l'algorithme CDSA, une clé publique, c'est généré à partir d'une clé privée. C'est un peu différent des autres systèmes asymétriques. Donc voilà je dirais la technologie clé de Bitcoin, d'une certaine manière. On pourrait y revenir, si vous voulez, dans les questions. Donc, comment on compose un message de transaction dans Bitcoin? Très simplement, c'est tout relatif. Donc, on a une ID de la transaction précédente. C'est-à-dire qu'en gros, on va dépenser des Bitcoins qu'on sait tracer dans la base de données de transaction. Chaque Bitcoin est créé dans une transaction un peu spéciale qui s'appelle une Coinbase Transaction, donc qui est dans un bloc. Et je vais décrire le processus de création monétaire. Donc, en gros, chaque Bitcoin que vous dépensez, il est traçable jusqu'à son origine. Donc, on a ce qu'on appelle un chaînage des transactions. Ça aussi, c'est une des avancées majeures de Bitcoin, c'est un mécanisme de chaînage des transactions extrêmement efficace et performant. Donc, on a chaîné avec la transaction précédente un montant, qui provient donc d'une transaction précédente, que j'ai reçu sur mon adresse. Mon adresse, c'est 1 Pierre et quelque chose. Ce qu'on appelle une vanity address, parce que j'ai mis Pierre au début, mais on verra après, si vous voulez, dans les questions, comment on fait ça, c'est pas très compliqué. Donc j'ai une adresse Bitcoin que je vais donc utiliser à travers sa clé publique. La clé publique qui a servi à générer cette adresse, eh bien, elle va être placée dans le message. Ça va permettre de vérifier ma signature, puisque ma signature, par contre, je vais la fabriquer avec ma clé privée. Et la signature, je vais signer donc ce message que vous voyez au-dessus, donc ID de la transaction, le montant, ma clé publique, et évidemment, très important, l'adresse du destinataire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce mécanisme? C'est que du coup, la transaction ne peut plus être modifiée. J'ai signé donc, le message dans son ensemble, donc on ne pouvait plus rien changer, ni le montant, ni le destinataire, ni le chaînage avec une transaction précédente. Du coup, quand on reçoit le message, alors qui vérifie les messages? C'est les nœuds du réseau, tout simplement. Vous avez sur le réseau Bitcoin 2 classes de participants. J'ai les utilisateurs qui sont en lecture seule de la base de données Bitcoin et ce qu'on appelle les mineurs, qui sont les vérificateurs des messages, qui ont un droit de lecture-écriture dans la base de données Bitcoin. Alors ce droit, d'ailleurs, ils le gagnent en amenant de la puissance de calcul. Et on va voir comment ça marche avec un concept de preuve de calcul cryptographique qui est aussi une des technologies clés de Bitcoin. Donc je vérifie le message comment? Tout simplement en allant voir dans la chaîne de blocs l'ID de la transaction précédente. Je constate qu'effectivement les fonds existent sur l'adresse de Pierre. Et ensuite, je vais vérifier que la clé publique correspond aussi à l'adresse de Pierre. Donc c'est bien lui l'envoyeur. Et avec cette clé publique, je vais vérifier la signature, tout simplement. Donc je vérifie la signature. Quand je décrypte la signature, je retrouve le message que j'ai reçu en clair. Les transactions sont en clair sur Bitcoin, elles ne sont pas cryptées. Donc le corps du message est en clair. Seule la signature a été cryptée avec ma clé privée. Ça, c'est le système classique de signature électronique. Donc vous voyez qu'on est sur un système finalement assez simple. On est sur, je dirais, presque les mêmes technologies que les technologies bancaires, sauf qu'on vous les met, on vous les donne. Vous les avez maintenant sur votre PC. Si vous voulez, ce soir, vous téléchargez un client Bitcoin. Vous allez sur un web service, un wallet en ligne Bitcoin, comme ceux qu'on propose dans la boîte à laquelle je travaille, et vous avez accès finalement aux mêmes technologies que les banques. Vous allez donc pouvoir transacter avec la même sécurité qu'une banque. Une adresse Bitcoin pour la brute forcée, là on peut rentrer dans la discussion sur la sécurité de Bitcoin. Brute forcée une adresse Bitcoin, moi je ne sais pas comment on fait, ça fait
quelques années que je fais de la crypto, je ne sais pas comment on pourrait faire. C'est même physiquement impossible si vous considérez l'ordinateur qu'il faudrait avoir pour brute forcer une adresse Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près autant d'adresses Bitcoin que d'atomes sur Terre, hein, déjà à peu près. L'adresse Bitcoin elle-même est dérivée d'une clé privée qui est encore plus difficile à trouver, je dirais. Et voilà, donc une fois que vous avez compris ça, vous savez qu'on peut générer une adresse à chaque transaction et que la probabilité qu'on tombe sur votre adresse, elle est par hasard, avec la clé privée qui va bien, elle est pratiquement nulle, pratiquement au sens plus que pratique. Hein. Voilà, donc les transactions Bitcoin, on l'a vu, je vous ai montré ça sous l'angle crypto, sous l'angle fonctionnel. Une transaction Bitcoin, en gros, il y a 2 entrées, 2 sorties. Les 2 entrées, c'est éventuellement les 2 billets. Quand vous payez en cash, vous mettez 2 billets sur la table. Vous avez donc 2 entrées à votre transaction si vous payez en cash. Puis vous avez la monnaie hein, qui vous revient. Ça, c'est un troisième montant. Donc les 2 sorties, c'est l'argent que vous donnez au receveur, à la personne que vous payez, et puis la monnaie que vous récupérez. Hein. Donc on va avoir donc, typiquement dans une transaction Bitcoin ce schéma. Et on fait référence, donc l'entrée, elle fait référence à une sortie d'une autre transaction qui vous est arrivée. Hein. Donc encore une fois, on a ce principe de chaînage qui fait qu'on remonte à la transaction qui a créé le Bitcoin. Donc il est impossible d'introduire des faux Bitcoins dans le réseau, puisque vous introduisez une transaction, si elle n'est pas vérifiée, si votre Bitcoin ne peut pas être tracé dans la base de données, la transaction ne passera pas. Hein. Alors la création monétaire, c'est là le point qui est parfois un peu délicat, c'est-à-dire comment, si on ne peut pas en introduire des faux dans la base de données, comment ils sont créés hein. C'est un peu ça, c'est une question qui revient très fréquemment. En fait, ils sont créés par les gens, les participants dont je parlais tout à l'heure, qui ont ce droit d'écriture, lecture-écriture dans la base de données Bitcoin. Hein, parce que du coup, ces gens-là, comme ils participent à la vérification des transactions, il y a un incentive. Alors ça, c'est le côté un peu génial, à mon avis, de l'invention, c'est d'avoir un mécanisme d'incitation. Parce que si vous faites, vous lancez un réseau, hein, il y a beaucoup de gens qui veulent lancer des monnaies peer-to-peer libres. Il y a plein de projets, hein, il n'y a pas pénurie. Par contre, ce qu'a su faire Bitcoin, c'est créer un mécanisme d'incitation qui fait que les gens se sont dit je vais y aller. Alors au début, le Bitcoin il valait 0, hein, donc forcément c'était un pari, puis c'était surtout une démarche. Aujourd'hui, ça vaut un peu plus, ça vaut à peu près, je sais pas, autour de 5-6 euros. Donc ça a bien, la mayonnaise a pris. Alors d'ailleurs, vous remarquerez que c'est une des critiques que parfois vous trouvez dans la presse, c'est ah oui, attention, il y a des early adopters qui ont profité du lancement de Bitcoin. Oui, comme dans toute start-up technologique, c'est sûr que si vous achetez des actions dans une start-up, vous allez peut-être profiter, vous allez peut-être perdre aussi. Les early adopters, ils auraient pu perdre aussi entre nous. Donc ces critiques, si vous voulez, me semblent parfois à la fois assez naïves et puis pas toujours naïves quand elles viennent des banques. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que pour lancer un système monétaire sur Internet, vous êtes bien obligé d'avoir des early adopters. Les early adopters en marketing, c'est les 15% premiers que vous avez dans une innovation. En marketing, c'est ça les early adopters. Les 15% qui vous permettent de lancer une innovation. Si vous ne les avez pas, si vous restez scotché à 0%, vous avez un problème. Donc le problème, c'est d'avoir ces 15%. Donc les gens qui disent oui, les early adopters ont profité dans Bitcoin, oui. Mais si c'est le prix à payer pour que Bitcoin existe, moi personnellement, je trouve que c'est une bonne affaire. Et je suis content qu'ils aient peut-être gagné un petit peu. Ce qui se passe dans ce type de projet, d'ailleurs, c'est qu'ils sont dilués au fil du temps, les early adopters. Hein. Au fil du temps, la monnaie, elle se répand, les gens dépensent leur argent, forcément, ils disparaissent même éventuellement. Et du coup, voilà, les early adopters sont dilués. Donc, j'ai coutume de dire que c'est un peu l'inverse d'une monnaie centrale. Au début, vous avez quelque chose d'apparemment très démocratique où il n'y a pas de early adopters. Puis au fil du temps, la monnaie, elle se concentre sur des alors là, c'est les late adopters. Hein. Les capitalistes ou la sphère financière, c'est les late adopters. Ils arrivent, eux, avec la technologie, puis ils la capturent, la monnaie. Donc ça, c'est effectivement, Bitcoin est complètement en rupture avec ça. Donc si on a compris que pour lancer une innovation monétaire, il faut en passer par là, on accepte éventuellement cette imperfection, parce que c'est une imperfection. Je me méfie des systèmes parfaits, hein, parce que les systèmes parfaits, d'abord, j'en ai jamais vu, et en plus, il faudrait, en fait, pour que ce soit parfait, qu'il y ait un mécanisme de lancement où il n'y ait pas de early adopter. Là, personnellement, je suis à l'écoute des suggestions. Alors, comment on limite la création monétaire dans Bitcoin? Donc, ces vérificateurs, pour avoir le droit d'écrire dans la base de données Bitcoin, ils doivent
calculer ce qu'on appelle une proof of work, une preuve de calcul. Alors, preuve de calcul, ça a l'air un petit peu abscon. En fait, c'est tout simplement une CAPTCHA. La CAPTCHA que vous connaissez pour les humains, la proof of work, c'est la CAPTCHA pour les ordinateurs. Donc, vous demandez à un ordinateur de faire un gros calcul avant d'avoir le droit avant de lui donner un privilège. Très simple. Donc, c'est dans Bitcoin, pour avoir le droit d'écrire dans la base de données, c'est la proof of work. Bon. Comment on la calcule? Quel est le calcul qu'il faut faire? Si ça vous intéresse, vous allez trouver les détails sur Internet. J'ai essayé de vous le faire simple parce qu'on n'a que 30 minutes. Donc il faut faire une empreinte, on calcule une empreinte. Donc, en gros, c'est SHA-256 composé 2 fois. Et vous allez viser, votre cible, ça va être le challenge, c'est de trouver une empreinte qui soit inférieure à un seuil. Donc ce seuil, en fait, ça consiste à trouver une grande suite de zéros en binaire. Puisque vous êtes en dessous d'un seuil, il faut trouver une grande suite de zéros sur votre empreinte, ce qu'on appelle une collision partielle avec une suite de zéros. Donc ça, c'est le principe très très simplifié de la proof of work. L'astuce de ça, c'est quoi? C'est que le bloc, il contient l'empreinte du bloc précédent. Vous avez ce chaînage, c'est-à-dire que la proof of work, elle est chaînée aussi. Vous ne pouvez pas modifier une virgule dans la base des bitcoins sans que ça change. Donc, ça maintient en fait, c'est ça qui maintient la sécurité du chaînage et cette mesure partagée de l'écoulement du temps. Et l'autre point, c'est le compteur. Alors, le compteur, il sert à quoi? Il fait que, en fait, tous les mineurs ont leur chance de trouver la preuve de calcul. Parce que s'il n'y avait pas de compteur et à la limite, ils cherchaient tous le même bloc, parce qu'à la limite, les blocs, ils se ressemblent. Ils contiennent en gros les dernières transactions qui sont arrivées pour tout le monde. Alors, vous pouvez essayer de chercher un bloc où il n'y a pas de transaction, ça c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on appelle des mineurs non coopératifs, il en existe quelques-uns, ça n'a pas beaucoup de sens, mais je le cite quand même. Mais en gros, les blocs, ils ont tendance à se ressembler. Donc qu'est-ce qui fait la différence? C'est le compteur, puisqu'on va l'incrémenter, puis on va commencer à l'incrémenter à des moments différents. Puisque chaque mineur, il y a un petit décalage entre le moment où chaque mineur reçoit les transactions et il commence ou les messages de bloc, et il commence à chercher le bloc suivant. Et du coup, ce compteur introduit un côté aléatoire dans la distribution qui fait que même avec une puissance de calcul, on va dire de X%, vous avez donc X% de chance de trouver le bloc. Sinon, ce serait toujours celui qui a le plus de puissance de calcul qui trouverait le bloc le premier. Voilà, donc je ne reste pas plus sur la proof of work, mais vous avez bien vu qu'il y a un mécanisme assez sophistiqué, assez puissant pour maintenir la création monétaire, donc Bitcoin, sur les rails, puisque pour gagner 50 bitcoins, c'est-à-dire avoir une récompense, avoir une création monétaire, eh bien, il y a cette limitation par la proof of work. Alors, donc, dans ce bloc, celui qui trouve le bloc, il reçoit une récompense qui est en fait une transaction spéciale dans le bloc qui s'appelle une Coinbase Transaction, et il reçoit donc 50 bitcoins aujourd'hui. Ces 50 bitcoins vont devenir moins au fil du temps, de manière à ce qu'on va le voir, il y a une limitation dans la création monétaire. Alors la difficulté, donc ce seuil que j'évoquais tout à l'heure, il est ajusté parce qu'effectivement, si vous avez beaucoup de mineurs qui arrivent, au bout d'un moment, il faut que cette difficulté augmente, parce que la puissance de calcul globale du réseau augmente, on trouverait les blocs de plus en plus vite. Donc cette difficulté doit être ajustée, elle est ajustée périodiquement, donc tous les 2016 blocs, c'est-à-dire à peu près tous les 15 jours, vous avez un ajustement. Je vais assez rapidement là-dessus. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je vais laisser un peu de temps aux questions éventuellement. Voilà, donc la courbe de difficulté, elle évolue dans le temps. Vous voyez les petits créneaux, en fait, ça correspond à des périodes en gros de 15 jours. Et elle a plutôt tendance à augmenter, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de mineurs qui arrivent où leur puissance de calcul augmente. Donc ce que je précise en passant, c'est que aujourd'hui, chaque mineur à chaque bloc, quand il trouve un bloc, il reçoit 50 bitcoins. Donc ça, c'est la création monétaire Bitcoin. Elle va être divisée par 2 tous les 4 ans, en gros. C'est-à-dire qu'en décembre là, de cette année, les blocs rapporteront la moitié, c'est 25 bitcoins. Donc un premier point que vous voyez, c'est en fait donc en décembre 2012. Donc la courbe d'ailleurs est un peu approximative. Mais en gros, vous avez donc cette asymptote qui se développe. Donc mathématiquement, si vous faites les maths, vous voyez que vous avez une courbe asymptote. Elle se situe à 21 millions. Bon, 21 millions, pourquoi? Vous me direz, pourquoi pas? Enfin, c'est pas très important puisqu'on a une monnaie commodité. C'est comme l'or, si vous voulez, l'or,
Sur Terre, on estime qu'il y a 150 000 tonnes d'or aujourd'hui. Bon,